Alors, on se demandait au niveau historique, dans notre région, y a-t-il des grands événements qui ont mobilisé la population? Alors, Éric, il y en a eu surtout au 20e siècle. Si on regarde le 19e siècle, la région était pas mal en mode de survie, en mode de colonisation. Il y a eu une grève chez Price en 1879, quelques heures par rapport au paiement, même pas aux conditions de travail. Les conditions de travail, de toute façon, étaient atroces à ces époques-là. Il n'y avait pas de sécurité d'emploi, il n'y avait rien. Fait que les gens aussi étaient dans un état un peu d'appauvrissement, un peu de dépendance envers les grandes compagnies. Fait que c'est sûr qu'au 19e siècle, on n'a pas eu de soulèvement vraiment. On a eu beaucoup de solidarité. Disons, on prend le grand feu de 1870, les gens se sont regroupés entre eux. Il y a eu beaucoup de solidarité entre les gens, solidarité du monde rural, le monde agricole, et qui va se poursuivre au 20e siècle. Okay. Vraiment, les premiers moments où la population va aller outre les consignes de respecter les compagnies, ça va être le rehaussement du lac Kenogami en 1924 et le rehaussement du lac Saint-Jean en 1926. Okay. En 1924, on prend le lac Kenogami, on a besoin de construire des barrages, on a besoin aussi de régulariser le débit des rivières Chicoutimi et des rivières au Sable. Fait qu'on décide de monter le niveau du lac Kenogami. Et à l'époque, il y a un petit village charmant qui s'appelle Saint-Cyriaque, qui existait depuis 1870-1880. Et on dit à ces gens-là, ben voilà, vous en allez. On ne les a pas consultés? Non, ben, la consultation en 1924 était plus ou moins... On a dit, on va vous compenser. Compensation ridicule. Mais là, on inondait tout, puis on a dit, ça va arriver dans quelques mois. Fait que là, la personne qui était plus proche des gens à l'époque, c'est l'abbé, c'est le curé de la paroisse Saint-Cyriaque, c'est l'abbé Léonce Boivin. Lui, il a monté une organisation, il a monté quelque chose pour combattre un peu cette compagnie-là. C'est sûr que ça a été mal vu à l'époque, mais lui, il a dit, je vais aider mes paroissiens. Fait qu'on a fait des représentations auprès des compagnies, on a fait des représentations auprès du gouvernement. On a même fait une souscription populaire pour transférer l'église de Saint-Cyriaque. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore l'église est là. C'est qu'on l'a déménagé pour la sauver. On a même transféré le cimetière à l'époque, puis il y avait de l'eau qui commençait à monter. C'était un drame à l'époque, oui. La compagnie était supposée compenser, bien sûr, parce que c'était les gens qui étaient responsables du transfert de leur défunt. Okay. Fait que ça a été une première révolte, entre guillemets, populaire. Okay. Mais bien sûr qu'il a fallu que les gens se rendent à la raison. Et on a déménagé tout le monde. Les gens sont allés à Jonquière ou ailleurs. Et l'abbé Boivin était remercié, était dans une arrière-paroisse de Charlevoix pour avoir pris le... Les compagnies étaient très puissantes anciennement. Fait que ça, c'était un premier réveil populaire. Okay? C'est un peu entre la modernité et le monde agricole. Entre les anciens et les modernes. Ça touchait surtout le village de Saint-Cyriaque. Saint-Cyriaque, c'est ça. Okay. Ça a eu des répercussions dans la région, mais bien sûr que quand est arrivé la construction du barrage d'Île-Maligne, et là que le lac Saint-Jean est devenu un réservoir en 1926, là bien sûr que cette histoire-là était fraîche, et là les gens se sont mobilisés parce que là c'était des centaines d'agriculteurs autour du lac Saint-Jean, que les terres étaient inondées, et le lac Saint-Jean c'est un peu comme le Nil, hein? C'est qu'au printemps, il y avait une crue, parce qu'il y a 12 rivières qui alimentent le lac Saint-Jean. Oui. Il y avait une crue printanière, ça enrichissait le sol, alors ça, l'eau se retirait graduellement. Et là, ces terres-là étaient parmi les meilleures de la province de Québec. Fait que c'est ces terres-là qui étaient inondées à partir de 1926 et surtout en 1928. Il y a eu une Saint-Méthode a été inondée à 80% en 1928. Okay. Fait que là, les gens se sont regroupés entre eux. Là, c'est vraiment du tac au tac, tout le monde se dit, il faut se tenir. Il faut combattre cette compagnie-là surpuissante. Et là, on est allé au gouvernement, tout ça, ça n'a rien servi, parce que le gouvernement voulait développer, c'était le gouvernement Tachereau. Fait qu'on a dit, on va développer la province de Québec, on voit des similitudes aujourd'hui, on va prendre l'argent étranger, on va développer avec nos ressources. Et là, ces gens-là vont investir chez nous, vont se développer. C'est la vision du gouvernement libéral de Tachereau à l'époque. Okay. Fait que là, les gens ont dit non, on va se... Fait que là, on a fait des pressions un peu partout. On se promenait de village en village. Même Henri Bourassa, le directeur du Devoir à l'époque, est venu avec le fils d'Onésime Tremblay. Parce que c'est Onésime Tremblay, c'est sûr qu'on appelle ça le combat d'Onésime Tremblay souvent. C'est Onésime Tremblay qui était le père de Victor Tremblay, un des premiers historiens de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait qu'ils se sont regroupés ensemble. Il y était 900 quelques cultivateurs à l'époque. Et là, ils ont dit, on va faire des pressions. Ils ont fait beaucoup d'articles dans les journaux. Hein, parce qu'à l'époque, pas d'Internet, pas de télévision. C'est quoi le grand moyen de communication dans les années 20? C'est les journaux. Fait que là, tout le monde signait des articles. Il y avait les journaux libéraux
comme Le Soleil à Québec qui prenait pour Tachereau, les journaux conservateurs qui prenaient pour les agriculteurs. Il y a toute une guerre de presse qui se fait à l'époque. Et là, tranquillement, on organise. Mais là, la compagnie, entre-temps, a commencé à offrir des compensations, qui étaient ridicules. Mais il y en a qui les ont acceptées. Fait qu'il y a déjà une première brèche dans le rassemblement. Fait que, au fur et à mesure, les gens se sont retirés en se disant « on n'y arrivera pas, on ne réussira pas à combattre la surpuissante compagnie, on ne s'en sortira pas, il faut absolument essayer d'avoir quelque chose, il faut nourrir notre famille. » Fait qu'à la fin, il est resté Onésime Tremblay et ses enfants. Ils sont restés tout seuls. Ils sont même allés au Conseil privé de Londres, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de Cour suprême. Il faut aller au Conseil privé de Londres, et le procès n'a pas été entendu. Fait que la famille était complètement ruinée, la famille d'Onésime Tremblay. Ils ont vendu la ferme à l'Ancan, mais encore solidarité rurale, les gens du village, les gens des environs ont racheté les animaux un par un, puis ils ont donné à la famille Tremblay. Fait que là, on a tout aussi, on a des belles scènes. Dans chaque malheur, il y a toujours des belles scènes. Est-ce que ça a donné des gains aussi? Ils ont perdu la bataille du rehaussement du lac, mais est-ce que au niveau des compensations, au niveau de... Est-ce que ça a amené certains gains? Ou, Je te dirais que c'est pas mal, en tout cas du côté des agriculteurs, c'est pas mal un désastre financier. Parce que le lac Saint-Jean, depuis ce temps-là, de toute façon, est un réservoir. Ouais. Ça continue d'être encore un réservoir aujourd'hui. Non, il y a eu une prise de conscience, mais les compagnies étaient tellement puissantes, protégées par le gouvernement aussi, protégées par les tribunaux. Ça fait que les agriculteurs ont réussi, mais je pense qu'ils ont sorti plus meurtris que d'autres choses. On a même voulu fermer Saint-Méthode, on l'a transféré. Il y a eu beaucoup de drames humains. Pas dans le sens de décès, mais dans le sens de perte financière, de faillite, de terre qu'on avait gagné aussi de génération en génération à soir de son front. Mais l'industrie arrivait, on était au 20e siècle, et là on était dans l'ère industrielle du Québec, ça fait que c'est de valeur, mais c'est le lac Saint-Jean qui a servi un peu de bouc émissaire pour l'industrie. Fait qu'il y a eu ces deux grands réveils populaires, puis ensuite, est-ce qu'il y en a d'autres? Là, la crise est arrivée. Il y a eu d'autres formes de réveils. Il y a eu des réveils ruraux, des réveils collectifs. Il y a eu aussi un regroupement autour des coopératives. Après la crise de 1929, dans les années 30, il y a eu une résurgence des coopératives. C'est un moyen pour contrer justement les problèmes financiers. C'est pas toujours, nous, on ne fait pas toujours des réveils avec des pancartes, tout ça, mais on se mobilise. Et la solidarité, je pense, entre les gens de la région, même si on pense que tout le monde est en guerre, quand il arrive un malheur ou quand il arrive quelque chose d'important, tous les gens relèvent leurs manches et se tiennent ensemble. Puis les coopératives étaient vraiment un moyen équitable pour ces gens-là, surtout dans le monde agricole au départ. Après ça, dans le monde financier avec les caisses populaires. Il y a eu des coopératives de consommation, de logement. Et petit à petit. Et là, il est arrivé 1939-45, la guerre. Et là, les années, ce qu'on appelait les 30 glorieuses. Et là, tout le monde se pensait riche. C'est la naissance de la banlieue, de l'automobile, des centres d'achat. Et là, tout était beau, il n'y avait plus de problème. On a vu dans les années 70-80 que les problèmes sont revenus. Même si, dans les années 60, 70, on se rappelle, le Québec est en ébullition, sa révolution tranquille. Nous aussi, on participe à la révolution tranquille. On a des leaders aussi intellectuels comme Georges-Henri Lévesque, comme Jean-Paul Desbiens, le frère Untel. Bon, c'est des leaders intellectuels. Ces gens-là aussi ont une influence ici. Et nous aussi, on participe à tout ce mouvement-là collectif, l'ébullition de la province de Québec, que ce soit par les grèves étudiantes des années 60-70, que ce soit par les grèves dans le milieu public, parapublic, que ce soit par la solidarité, que ce soit aussi dans le milieu agricole. Dans les années 70, le milieu agricole s'est beaucoup, pas révolté, mais c'est beaucoup uni pour justement essayer de gagner des droits. Parce que c'était difficile, le monde agricole subissait aussi le début de la mondialisation. Fait qu'il y a eu des mêmes, on se rappelle, en 1974, on a eu un abattage de veaux symbolique. Mais c'était à Saint-Bruno, on a creusé une fosse, chacun a tué un veau, on a mis ça là-dedans et ça a fait presque le tour de la planète. Il y a des images comme ça qui restent de réveil populaire. OK. Dans le milieu agricole, ça a été assez... on a vu, pour le lac Saint-Jean, c'était le milieu agricole aussi. On l'a vu encore il n'y a pas longtemps. C'est un milieu aussi assez solidaire, puis où on se mobilise beaucoup. La coopérative a déjà un regroupement. Quand ces gens-là ont une mobilisation à faire, ils ont déjà un réseau entre eux. Ils sont déjà capables de se mobiliser rapidement. C'est des gens aussi qui ont toujours besoin de suivre tous les changements, suivre la société.
quand ils se mobilisent ensemble, ça permet d'être plus efficace. Hein. Oui. Puis il y a beaucoup d'agriculteurs aussi. Mais là, il y en a moins, mais il y en avait beaucoup aussi à l'époque des années 70. Oui, Auparavant, parce que les fermes étaient plus petites, ça regroupait beaucoup de gens également. Ça, pendant longtemps, c'était un moyen de survie important pour nourrir les familles. Même à l'époque de la crise, on a retourné les gens. Tous les petits villages d'arrière-pays ont été construits dans les années 30, justement, après la crise. Ben, merci beaucoup, Éric, pour ton apport à notre activité de réflexion sur les réveils populaires. Puis au plaisir de se revoir dans un autre événement. Merci.